Les femmes sont la plus importante communauté opprimée dans le monde. En fait, on en a besoin, on s'en sert, on n'en a plus besoin, on les jette. On a besoin de dire que l'honneur de la famille repose sur elle, donc on va faire mettre toute la charge mentale sur elle. Et c'est ça qui est insupportable, en fait. Tous ces sujets-là, qui sont mon quotidien, dans mes consultations, aussi dans les mondes que je fréquente, puisque je viens du Proche-Orient, que c'est des cultures différentes, eh bien je me suis dit, mais tout ça, ça m'énerve. Tout ça, ça ne devrait pas exister. J'aimerais que tout ça disparaisse un jour. Cet aller-retour entre les traditions portées par la famille, portées par les habitants, par exemple les gens dans les montagnes qui sont un petit peu moins ouverts que les gens de la ville. Et au Liban, on a tous des racines dans les montagnes. Et puis cette espèce d'endroit hyper préservé qui était le lycée français, avec une liberté de penser, avec la possibilité de faire mille et une choses, où finalement le clivage entre les sexes était bien moindre qu'on ne pouvait le trouver au Liban, où il y a des écoles religieuses de toutes les religions, mais qui ne sont pas mixtes. Et c'est cette contradiction perpétuelle, en fait, qui probablement a fait de moi la femme que je suis. Dans ces sociétés-là, il y a énormément de trucs implicites. Une fille fait pas ci, une fille ne dit pas ça, une fille s'habille pas comme ça, une fille s'assied pas comme ça. Et plus vous grandissez, et plus il y a des interdits, plus il y a des règles, plus il y a le qu'en dira-t-on, la place des voisins est omniprésente dans ces pays. Tout le monde sait ce que fait le voisin, tout le monde a son avis. Et ces choses-là, petit à petit, ont fini par m'énerver gravement, au point de me dire, en fait, il n'y a qu'une solution, faire comme si ça n'existait pas. Moi j'ai 3 frères, donc mes frères, comme en Orient, sont des princes. Et donc l'interdit qui me révoltait le plus, c'était de ne pas avoir le droit de faire la même chose qu'eux. Cette dualité de les filles font ci, les garçons font ça, c'est insupportable. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont confrontées à ça et qui en veulent à leurs parents, parce que finalement c'est les parents, et notamment ce sont les mères qui se sentent les principales responsables de la bonne moralité de leurs filles. Et donc elles deviennent flics, elles deviennent assistantes, elles deviennent intrusives. Et tout ça, c'est pour la morale du clan. J'ai très vite compris que si je voulais mon autonomie, ça passait par les études, par la liberté, par l'autonomie financière. Et puis en plus, j'avais de la chance, j'aimais ça. Je faisais partie des gens qui aimaient aller à l'école. Et ça m'a beaucoup aidée. Au Liban, non seulement on comptait les morts, mais on égrenait tous les matins le nom des disparus, parce que avoir de l'information était hyper compliqué. Vous ne saviez pas si, je ne sais pas, votre père qui était parti 2 jours quelque part, il était arrivé, parce que le téléphone ne fonctionnait pas. Et donc vous écoutiez religieusement, il y avait des horaires, le nom des morts à la radio. C'est une expérience assez fascinante. Et très vite, on comprend que là, c'est mon voisin qui a reçu un obus et qui est mort. Là, c'est le fils de la voisine qui a perdu une jambe. Demain, ça sera peut-être moi. Et ça, vous l'intégrez complètement dans vos potentiels d'avenir. Je n'ai pas le droit de vivre comme les enfants de mon âge. Je dois rester chez moi, je ne peux plus aller à l'école, je ne peux plus voir mes potes, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, est-ce qu'on va avoir assez à manger? Au bout d'un moment, vous vous dites, mais est-ce que je dois m'engager quelque part? Est-ce que je dois aller m'entraîner avec mes copains au maniement des armes? Et puis au bout d'un moment, vous dites, mais non, mais n'importe quoi, enfin, tu deviens folle. Il faut que tu partes, là, ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a de très longues périodes sans école. Et puis de temps en temps, on revient à l'école, 3 semaines, on se dit, oh là là, il faut que je rattrape le programme. Donc on bosse comme des bêtes, et puis le bac arrive, petite accalmie, on a la chance de passer son bac, j'ai mon bac, et là je me dis, faut que tu partes. J'ai la vie d'étudiante que j'avais envie d'avoir, avec un peu moins d'insouciance, parce que 0 soutien familial, parce que le papier c'est la plaie, qu'à l'époque c'était pas internet, c'était tu vas faire la queue à 4h du matin à la préfecture, tu attends ton tour, et puis quand c'est ton tour, c'est trop tard, faut que tu reviennes demain. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment... Enfin, j'ai eu la paix quand j'ai demandé une naturalisation, et qu'après,
pas mal d'efforts, je l'ai obtenu. Toute la question de la migration, du déracinement, de l'abandon aussi, enfin, ça pose plein de questions, parce que quand on quitte un pays en guerre, on a aussi le sentiment d'abandonner le navire, c'est jamais très agréable. Donc oui, ça c'est des choses que je peux partager avec mes patientes très facilement. Je voulais faire pédopsie, c'est pour ça que j'ai fait médecine. Il y avait un peu de pédiatrie, un peu de psycho. Et puis un jour, j'ai fait un stage d'obstétrique. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a de tout. Il y a des enfants, il y a de la psycho, il y a de la chirurgie, il y a de la médecine de la femme. Voilà, c'est ça que je veux faire. Il y avait une femme qui avait un très gros ventre et elle accouche. Et il y avait donc le senior qui, au bout d'un moment, met la main sur le ventre et dit, merde, il y en a un autre. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'échographie, donc on ne savait pas si les gens étaient enceints de jumeaux, de triplés, je ne sais pas quoi. Et là, je le vois un petit peu pas à l'aise. Et puis il met sa main, il farfouille, il s'en sort pas, il suit à grosses gouttes. Je me dis, ah mince, ça n'a pas l'air simple ce truc. Et puis il y avait une vieille sage-femme là qui dit, écoute, pousse-toi. Alors je dis, elle est culottée. Elle a dit au vieux médecin, pousse-toi. Bon, très bien. Elle met la main et avec une élégance inouïe, elle attrape les deux pieds, elle tire et elle sort un bébé. Et elle dit, voilà, tout va bien. Je me dis, je veux faire ça. C'est là que j'ai appris un petit peu cette médecine où finalement la personne est la plus importante. On ne s'intéresse pas qu'à son symptôme. On ne fait pas de choses très protocolisées, parce que le protocole c'est bien, mais qu'à chaque femme, il faut adapter le protocole et pas juste le mettre en place aveuglément. Et ça, c'est des choses qui ont marqué ma pratique. Parce que la médecine, c'est aussi un métier de compagnonnage. Vous allez avec des plus vieux, vous les regardez faire, vous les écoutez parler, vous dites « Ah oui, tiens, j'aime bien la façon dont il lui parle, j'aime bien comment il la touche, je vais faire comme ça ». Ma première lutte, ça a été de créer au Bleuet un centre de stérilité. Et alors, c'était une lutte amusante parce que c'était a priori un plus que j'apportais à l'institution. Et les premières réactions, ça a été celle des syndicalistes qui disaient « Oui, mais elle veut faire une médecine de riche pour s'en mettre plein les poches ». Alors qu'en fait, on était tous salariés et que ce discours-là n'avait aucun sens. Mais c'était leur première réaction, c'était la lutte des classes, quoi. Et c'était quelque chose qui était extrêmement présent dans l'institution. Bon, donc on a eu des... Qui vous a plu ou des plus? Ah non, ils m'ont agacé. On s'est bien frité. Mais les choses se sont faites, quand même. D'abord, je découvre des collègues qui sont assez engagés, c'est-à-dire qu'on ne reste pas à Saint-Denis si on n'aime pas les gens, si on n'est pas sensible à l'autre, à la vulnérabilité, à la précarité, aux migrants, à leurs problèmes. On ne peut pas rester parce que c'est trop. Et donc, dans les collègues qui sont là depuis longtemps, ils ont tous une petite fibre militante dans laquelle je me retrouve assez. Et puis je découvre une population dont je n'avais vraiment pas l'habitude. Mon premier étonnement, c'est quand vous recevez des gens, vous leur demandez toujours quel est leur métier. Et à longueur de journée, on me répondait « rien, je ne travaille pas ». C'est ça, je n'avais pas l'habitude. Quand on s'occupe d'une patientèle qui n'est pas exigeante, qui est déjà très contente d'avoir un toit, des êtres humains qui vous parlent, qui ne vous maltraitent pas, ça leur suffit. Et en fait, on pourrait avoir tendance à se reposer en disant c'est déjà pas mal ce qu'on fait, et de leur dire oui, mais tu n'amènerais pas ta fille à coucher là quand même. Tu voudrais plus. Donc essayons de faire comme si c'était pour nous et notre famille. Et puis une année, on a compté pendant un mois combien de femmes excisées avaient accouché. Comme on savait combien de femmes globalement avaient accouché, on est arrivé à ce fameux chiffre impressionnant de 14%. Quand 14% de votre patientèle a un problème spécifique, vous vous dites, bon, peut-être qu'il faut que je m'en occupe. Et c'est là qu'on décide, avec 3 collègues, d'aller passer 3 jours avec Pierre Foldès, qui nous a un peu montré sa technique chirurgicale. Ça consiste à récupérer le clitoris qui a été coupé, mais on en coupe un très petit bout. En fait, il reste au moins 99% du clitoris, sauf que le fait de l'avoir coupé le fait reculer dans le corps de la femme et se coller sur son bassin osseux. Donc la chirurgie consiste à aller le chercher sur le bassin, à le libérer de l'os et à le ramener à la surface et à le coudre là pour qu'il soit visible, stimulable
et puis que l'anatomie de la femme soit la plus naturelle possible, même si c'est impossible de transformer une femme qui a été excisée en une femme qui n'aurait jamais été excisée, ça ne marche pas. Je voulais que ce lieu ait une existence, une visibilité et une accessibilité, qu'il ne fasse pas partie de l'hôpital, mais je tenais à ce qu'il soit quand même dans l'hôpital et que ça soit un lieu de soins hospitalier. C'était pas gagné parce que dans les urgences, il y a des gens qui viennent finir de régler leur compte à coups de fusil, qui mettent le feu. Donc il y a un sentiment d'insécurité dans cette ville quand même qui est fort. Il y a des sages-femmes qui se font agresser en sortant de garde. Tout ça contribue à mettre de la pression. Et il y a une très grosse équipe de sécurité ici pour rassurer les soignants. Donc l'équipe de sécurité m'a dit non, tu ne vas pas mettre une porte directe. Il faut que les gens rentrent dans l'hôpital, il faut qu'on puisse les surveiller. Et je leur ai dit oui, mais alors ça vous flinguez mon projet, c'est pas possible. Et là, j'ai eu le soutien de la directrice qui a dit je comprends, elle a raison, il faut que les femmes puissent rentrer facilement et directement, et je veux et je ordonne. Et ça m'a sauvé la vie parce que sinon ils étaient vent debout. Je doute quand je suis en grande difficulté pour dépasser une certaine somme, parce que par exemple les 300 000 € de début, je les avais, mais je savais très bien que j'arriverais à rien avec 300 000 €. Et pendant un an, je n'ai plus rien, j'ai pas de nouveaux contacts, j'ai pas de nouveaux mécènes. Et là, je me dis non, ça va pas le faire, rends l'argent aux gens qui te l'ont donné, parce que tu vas quand même pas le jeter. Au début, vous connaissez personne, vous n'avez pas de réseau, quand on vous fait un chèque de 200 €, vous êtes la reine du pétrole. Et puis petit à petit, la fondation machin vous met en lien avec la fondation truc. Et plus les gens vous font confiance, et plus les autres ont envie de vous faire confiance. C'est malheureusement on prête qu'aux riches, et c'est tellement vrai dans le mécénat. Une fois que la machine est lancée, c'est beaucoup plus facile. Et par exemple, ça a été extrêmement difficile de construire la première maison. Mais ça a été beaucoup plus facile de trouver de l'argent pour faire l'extension. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis quand vous avez un résultat à montrer, vous vous dites, ben voilà, j'ai fait ça, il y a X mille femmes qui sont venues, j'ai fait tant de consultations, les gens vous écoutent différemment que quand vous dites, voilà, j'ai envie de faire une maison là-bas dans le parking, je crois que ça serait bien pour les femmes. Bon, les gens disent, oui, écoute, amuse-toi bien. Qu'est-ce que c'est en 3 mots la maison des femmes ? On a aussi bien des médecins et des sages-femmes que des psychologues, des juristes, des policiers, des masseurs, des kinés, des bénévoles, des profs de karaté. Et toutes ces petites briques, en fait, s'imbriquent parfaitement bien pour permettre à la femme d'aller de professionnel en professionnel pour régler tous les problèmes dont elle a besoin. Je veux porter plainte, mais j'ai peur. Eh bien, très bien, on a une policière bénévole qui va vous recevoir et vous expliquer si vous portez plainte, qu'est-ce que vous risquez, comment ça va se passer, quelles questions on va vous poser, à quoi il faut que vous vous prépariez. Je suis prête à porter plainte, très bien, on a des policiers, des frais qui viennent prendre les plaintes, donc on va vous prendre un rendez-vous. J'ai été victime d'inceste, c'est super, on a une sage-femme spécialisée et une psychologue et un groupe de parole. Donc voilà, c'est aussi la chance qu'on a de pouvoir offrir énormément de réponses et de prise en charge, quel que soit le domaine de violence auquel la patiente a été confrontée. Être originaire du Bangladesh ou du Sri Lanka ou du fin fond de la Kabylie, ça rajoute une potentialité de violence qui est justement tout ce qui tourne autour de la sexualité et de l'honneur, que peut-être aujourd'hui les habitants du 7e arrondissement sont moins concernés par ce sujet. Et puis la pauvreté, la précarité, la migration rendent le vécu des violences encore plus difficile. C'est plus dur de s'en sortir quand vous n'avez pas de métier, pas d'argent, pas de famille. Déjà c'est difficile quand vous êtes une bourgeoise bien implantée avec un métier et beaucoup de soutien autour de vous, mais alors quand vous n'avez rien, c'est pire. Ce que je veux transmettre, c'est le modèle. C'est la richesse de l'approche pluriprofessionnelle et le levier essentiel que c'est pour que les femmes s'en saisissent pour sortir de leur condition de victime. C'est ça que j'ai à cœur de transmettre. Les parcours de soins, c'est pas nouveau, on les a pas inventés.
Ce parcours de soins-là n'était pas formalisé. Donc c'était une terre en friche un peu. Et ça nous a permis, nous, de tester des approches, des solutions et de les proposer. Mon rêve, c'est que dans tous les hôpitaux de moyenne ou de grosse importance, il y ait une équipe qui a envie de porter ce projet, parce que c'est pas moi qui vais ouvrir ces maisons, c'est pas moi qui vais les faire tourner. Et moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne ces équipes, c'est que j'explique le modèle, j'explique la gestion du budget, je leur donne les pistes, je leur donne les chemins qu'on a testés, qu'on a abandonnés, pourquoi on les a abandonnés. Après, les gens doivent, ça doit être leur projet, c'est pas le mien. Moi, je ne fais que passer, transmettre, aider, mettre un pied dans la porte.